donc on a nommé cette seconde table ronde dans les murs. Or les murs, c'est une solution de XR, puisqu'il nous semble aussi que dans les problématiques de déploiement des technologies immersives dans les institutions muséales et patrimoniales, il y a des petites tensions entre des logiques d'innovation qui peut être marquée par l'évolution très rapide des matériels XR, qui arrivent rapidement à obsolescence, des problèmes d'interopérabilité, des problèmes de portabilité, enfin bref, un certain nombre de choses que nous allons pouvoir évoquer pendant cette table ronde. Et en fait, nous avons invité des personnes qui sont particulièrement agiles et innovantes pour faire face à ce type de problématiques. Voilà, en tout cas, moi, au fur et à mesure de pouvoir faire votre connaissance et les activités de vos institutions ou entreprises, j'ai été vraiment absolument intéressée par les dynamiques que vous engagez sur ces problématiques. Et c'est pour cette raison que nous vous avons invité et nous vous remercions infiniment d'avoir accepté cette invitation. Donc, Maria-Lia, excusez-moi avec votre prénom, à chaque fois, puis en plus je suis un peu émue. Maria-Lia Bestouguev, qui est donc directrice de l'innovation au 104 sur Paris depuis 2018 et qui est aussi, le 104 a aussi son incubateur, le 104 Factory, qui accompagne donc les startups au croisement du champ artistique, recherche et innovation depuis 2013. Et donc, super. Nous avons là-bas Tarek El-Khamsa, qui est chef de projet chez Missive, en fait chef de projet et aujourd'hui projet directeur XR depuis plus de 9 ans. Donc merci d'être venu aussi, Tarek. Et en fait, nous avons Charles-Alexandre Desvestages, qui est postdoctorant à l'université de Poitiers. Il fait partie du laboratoire Fabrique et son équipe de recherche interdisciplinaire sur les industries culturelles et créatives, ainsi que chercheur associé au laboratoire Eliade à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour débuter, je vais faire comme il l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire laisser chacun présenter ses activités, et puis ensuite on ouvrira au dialogue, et bien évidemment, si vous avez envie de prendre la parole, puisqu'on l'avait précisé comme ça, que c'était un temps de dialogue et d'échange. Alors c'est parti, on y va. Marie-Alia, je vous laisse présenter votre alors, je suis aussi émue d'être dans une salle à la Sorbonne, d'aller à la fac. Moi, je ne suis pas allée à la fac. Bon, j'ai fait une école de commerce, excusez-moi. D'être avec des... Hein ? Mais oui, mais on essaye de s'améliorer. Je vous propose donc une expérience collective immersive. D'abord, je voulais savoir si parmi vous, vous connaissez le 104 Paris, si vous pouvez lever la main. Donc vous êtes une grande majorité à connaître notre établissement. Je voulais quand même en révéler quelques facettes qui sont parfois moins connues, peu connues. Et sur ces questions d'immersion, aussi vous raconter ce qu'on essaye de faire à notre mesure. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Alors on a un film, mais comme vous connaissez l'établissement, je pense qu'on peut passer le film. On a parlé ce matin de beaucoup des publics et des territoires. Je crois que c'est Camille qui a évoqué, c'était un sujet que vous aviez en tête. Il faut comprendre que nous, on n'est pas un musée, on n'est pas un lieu patrimonial, on se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. On a une baseline en fait pour raconter tout ce qu'on essaye de faire à notre échelle. On est dans une situation et dans un territoire qui est particulier. Vous pouvez le voir un petit peu sur cette photographie ici, puisqu'on est dans le nord-est parisien et la ville de Paris nous définit comme un QVP. Quartier prioritaire de la ville, j'ai inversé, QPV. Donc en fait, c'est un quartier où les gens sont, où il y a un taux de chômage qui est plus important par rapport à d'autres quartiers, par exemple ici où nous sommes. Et ce lien au territoire, il est très saillant au 104. Il est vraiment très important. Et tout à l'heure, vous parliez de la participation du public dans les œuvres immersives. Pour nous, l'interaction avec le public, elle est essentielle, elle est vitale et elle est même dans le projet.
Pour vous donner quelques chiffres aussi sur notre établissement, donc, on a à peu près 600 000 visiteurs par an qui viennent au 104 et ils vont faire différentes choses et je vais vous les détailler. Et puis on a quelque chose qui nous a tous traversés. C'est génial de se voir aujourd'hui dans une salle ensemble. On n'est pas sur Zoom ou à distance, on est peu masqués. On a quand même traversé un phénomène assez troublant qui nous a éloignés les uns des autres. Et nous, lieu culturel, on a été qualifiés de non essentiels. Le 104, est un établissement qui dépend de la ville de Paris et on a été sollicité pour devenir centre de vaccination. Donc on a vacciné plus de 104 000 personnes. Ça c'est pour un petit peu, on était à 103, mais bon voilà. L'idée c'est de vous dire, cette agilité, comme vous l'avez dit en introduction, elle est essentielle. Les métiers, et je tiens aussi dans mes interventions à féliciter tous les collègues qui travaillent dans la culture parce que en fait c'est des métiers passion. C'est des gens qui sont brillants, qui sont surdiplômés et qui se retrouvent parfois à être agents de billetterie. Moi, quand je discute avec tout un tas de collègues, je me rends compte qu'ils ont fait des thèses, des choses incroyables. Et malheureusement, dans nos structures, on n'a pas la chance de proposer peut-être ce que proposent d'autres secteurs d'activité, mais des super postes avec des super niveaux de rémunération. Mais on a des gens passionnés et on fait des choses vraiment incroyables au service. En fait, ce qui nous motive tous les jours, moi, ce qui me motive tous les jours pour venir au travail, c'est de me dire, c'est génial, notre lieu, il est ouvert et on fait des choses incroyables à chaque fois et on développe des nouveaux projets avec tout un tas de publics différents. Parce qu'à l'image du public qui est là aujourd'hui, que vous êtes des chercheurs, vous êtes des entreprises, vous êtes des institutions. Et je pense que finalement, innover, créer des nouveaux récits, s'interroger sur les publics et leurs pratiques, c'est aussi être à plusieurs cerveaux, plusieurs émotions, plusieurs points de vue. C'était très intéressant d'entendre une doctorante. Moi, j'ai la chance dans mon équipe d'avoir une doctorante. Je vous dis, c'est quand même gratifiant d'avoir aussi des gens qui prennent le temps de réfléchir parce que notre quotidien, c'est d'agir en permanence. Et ces temps de réflexion, comme ceux que vous organisez aujourd'hui, ils sont précieux. Excusez-moi, je peux parler beaucoup, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Si on parle de territoire et d'espace, on est sur 39 000 mètres carrés. 39 000 mètres carrés, c'est immense. Mais finalement, tout ce qu'on fait, c'est pas si grand que ça. Et on accueille en général 250 projets artistiques par an. C'est-à-dire qu'on est avant tout un lieu de création. On va accompagner différentes typologies d'artistes. Ça peut être des artistes qui vont développer des projets de théâtre, de musique, des arts visuels. On est vraiment sur plusieurs champs et sur plusieurs disciplines. Mais ce qui va nous intéresser avant tout, c'est d'accompagner aussi l'émergence. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'entreprendre, de créer une société innovante ou de créer un projet artistique. Donc on va surtout accompagner des jeunes artistes émergents et aussi des artistes confirmés, des artistes avec qui on va avoir une relation particulière. Et c'est en fait le fait, tout à l'heure on a dit les personnes viennent pour le sujet. Moi je pense que les gens viennent aussi pour les personnes. On a envie de venir au 104 parce qu'on a envie d'y croiser tout un tas de personnes qu'on ne va pas croiser ailleurs. D'abord des gens qui pratiquent spontanément leur art. Vous venez, il y a une énergie folle parce que les gens sont en train de danser, de répéter, et ça c'est hyper stimulant. Et aussi parce que vous allez découvrir des objets sensibles. Et voilà ce qui motive nos publics. Donc ça fait 14 ans qu'on existe. Bon, on est dans l'adolescence, mais on se structure. C'est un moment différent, difficile, je peux en parler, mes enfants en témoigneront. Voilà un peu les espaces. Et là, je vous ai mis une carte, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a des lieux qui sont définis, des espaces qui sont définis pour des activités, mais ce qui nous caractérise vraiment, c'est ce côté réversibilité des espaces. C'est-à-dire que les différents espaces qu'on va avoir, ils vont pouvoir à la fois accueillir des résidences artistiques, des projets artistiques, mais aussi des espaces qu'on va dédier aux commercialisations. On va vraiment faire tout le temps. Le lieu évolue en permanence et si vous venez une semaine après une autre semaine, ce sera toujours en mouvement. Et ça, c'est important pour nous. Mais il y a des espaces qui restent permanents, des restaurants, l'espace dédié à la petite enfance, par exemple. Donc en fait, on se définit vraiment par rapport à ce qu'on peut y faire dans le lieu. Tout à l'heure, vous évoquiez la relation parent-enfant dans les dispositifs muséals. On a, dès l'origine et même dès la préfiguration, puisque tout comme une expérience immersive,
notre lieu a été imaginé et préfiguré, eu cette volonté de réfléchir à un espace, à un endroit dédié aux parents et aux enfants, parce que finalement, quand on est jeune parent ou quand on se retrouve avec des enfants très très jeunes, entre 0 et 6 ans, il est compliqué d'aller dans un lieu ou dans un établissement culturel sans déranger les autres publics. Là, l'idée de ce lieu, qui est la Maison des Petits, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image, mais c'est vraiment un cocon. Ça a été créé par une designeuse française qui s'appelle Nathalie Crasset sur le modèle des maisons vertes. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle de lieu. C'est vraiment l'idée d'avoir un lieu d'écoute sur la parentalité. Et puis, mes collègues qui travaillent tous les jours, ce sont avant tout des psychologues qui vont avoir une intervention ou pas, mais l'idée, c'est de proposer dans un établissement culturel un lieu d'écoute dédié à la parentalité. Hors les murs, in situ hors les murs, c'est aussi un service gratuit qu'on propose dans nos murs, mais dans d'autres structures. On va aller dans les structures du champ social, on va aller dans d'autres lieux. C'est pour vous dire qu'on y pratique beaucoup de choses. Donc il y a un marché bio le samedi matin, on peut faire des cours de qigong, on peut manger. On a aussi des commerces. Donc on reste en moyenne au 104 4 heures parce qu'on n'y vient pas forcément pour voir une exposition. Si on peut voir une exposition, d'ailleurs si vous y allez en ce moment, vous avez la possibilité d'aller dans 3 propositions. La première, c'est une exposition immersive de l'artiste Clément Cogitor, ça s'appelle Project Room. Vous n'aurez pas de casque de réalité virtuelle, mais vous serez immergé dans l'univers de cet artiste. La seconde, c'est le Festival de la jeune photographie européenne qui présente des œuvres de jeunes artistes photographes. Et la troisième, c'est en fait... Aujourd'hui, on est dans une dynamique pour présenter tout ce qu'on fait tout au long de l'année en lien avec les publics et pour faire justement participer les publics. On a à l'équipe du 104 des gens qui sont dédiés aux relations publiques, qui vont se déplacer à l'extérieur de notre lieu pour être en lien avec différents acteurs, des écoles, des associations, et pour développer des projets en commun. Et ces projets, c'est des projets artistiques qui sont accompagnés par des artistes. Et là, si vous allez au 104, c'est une exposition aussi gratuite, vous allez pouvoir découvrir des œuvres qui vont vous immerger dans un autre univers, participatives. Elles ont été réalisées par des enfants, des étudiants, des lycéens, des gens, nos publics du 104. Et c'est les types de propositions qu'on peut retrouver. Alors, je l'ai dit brièvement, mais notre idée, c'est vraiment d'inspirer, d'accompagner et de créer du lien. On va aider les personnes à développer des projets, on va aussi contribuer à former, et on est dans une logique d'expérimentation parce qu'on n'a pas la science infuse et que justement cette approche autour de tout ce qui est expérience immersive, on va surtout l'expérimenter. Et on va faire énormément d'expérimentation parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé tout à fait le modèle idéal, et je pense qu'il n'y en a pas, et il y a plein de propositions à imaginer. Donc je vous ai parlé des multiples activités, et je voulais revenir ici, pardon, excusez-moi. Donc je vous ai parlé de la pandémie. On a un incubateur, et c'est aussi la richesse d'un lieu comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on accompagne des entreprises, si vous voulez, je peux tourner les slides, ça sera plus confortable pour vous. On a des entreprises qui sont hébergées dans nos murs, et pendant la pandémie, pendant qu'on était centre vaccination, on a eu la chance de développer avec l'équipe de diversion, donc Camille était là ce matin, il y a Stella et Mathieu qui sont dans l'assistance, de développer ce projet un peu fou qui était à l'initiative du Centre Phi, de VR2Go, qui est de la VR à emporter. On l'a fait en plus dans une logique, on va dire, circulaire, parce que on a travaillé avec Emmaüs Défi, donc qui est au 104, pour faire des magnifiques tote bags pour pouvoir transporter les casques. Il y a eu tout un travail qui a été fait par l'équipe de diversion sur la simplification aussi de l'approche. Finalement, on met un casque, c'est reconnu par les yeux et on va pouvoir sélectionner les œuvres. Et on a fait ce travail aussi d'essayer de trouver des œuvres qui étaient en lien avec notre programmation. Une des œuvres qu'on a présentées, c'est Half-Life de Sharon Eyal. Je ne sais pas si vous connaissez cette chorégraphe israélienne, incroyable, qu'on a présentée au 104. Et un moment qui était extrêmement fort pour moi, c'est on recevait la compagnie qui présentait cette œuvre au public, et la compagnie, on leur a proposé de vivre l'expérience VR, où ils voyaient d'autres danseurs danser une chorégraphie de la même chorégraphe. Et on sent que voilà, il y a des choses qui sont possibles. Et de cette expérience VR2Go, on en retient plusieurs choses. Déjà, nous, établissements culturels, on a du mal
et c'est pas notre vocation à louer des casques, c'est pas notre métier. Pendant la pandémie, on s'est tous mobilisés, les agents d'accueil, pour créer un dispositif, et on n'a pas forcément les outils. Notre outil de billetterie n'est pas adapté aux prêts. On a dû faire des dépôts de garantie, et on n'a pas la flexibilité, l'agilité pour proposer ce type de service. Néanmoins, ça a créé, ça a suscité chez nos publics une envie hyper forte de découvrir ces contenus immersifs. Il me reste 5 minutes. Dans l'immersion au 104, elle est sous de multiples formes. On a la chance d'organiser depuis 2019, en fait, au sein de nos équipes, on a les équipes qui organisent la Biennale Nemo. Je ne sais pas si vous connaissez cette biennale d'art numérique. C'est la biennale des arts numériques d'Île-de-France, donc où il y a différentes expositions qui vont se déployer dans nos murs, mais aussi hors les murs. Et on va même avoir des œuvres itinérantes immersives. Là, c'est des photos de précédentes éditions. Et lors de cette biennale, on a toujours des propositions immersives. Et parfois, en termes de... Vous parliez tout à l'heure de médiation. Ça demande une médiation, une attention, un soin particulier. Et nous, on a beaucoup travaillé sur la formation de nos équipes, c'est-à-dire que quand j'accueille un dispositif comme Libéré Émilie, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais c'est de la réalité mixte, on est, en tant qu'agent d'accueil, dans une autre posture. On va expliquer le dispositif, on va rassurer, on va poser le casque, il y a tout un tas de... Enfin, il y a presque un rituel pour amener, rassurer les usagers, parce que nos usagers n'ont pas l'habitude de faire ce type d'expérience. Et c'était très intéressant de pouvoir former aussi nos équipes, à la fois des équipes techniques, nos personnels d'accueil, à ces nouvelles technologies, parce que je pense qu'il faut absolument qu'on soit tous sur un même niveau de compréhension de ce qui se fait dans la création et dans la technologie. Et aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. Et ça peut contribuer aussi à favoriser le développement de ces expériences massivement. Donc je ne vais pas pouvoir détailler toutes les propositions qu'on fait au 104, mais finalement l'immersion elle est permanente, l'immersion elle est dans le lieu et les projets se font avec les publics. Là c'est par exemple une photographie d'une battle salsa hip-hop. Donc, comme je vous disais, à la Biennale Nemo, on a des œuvres immersives. On a présenté par exemple cette œuvre Zone Bleue. Néanmoins, il y avait beaucoup d'attentes en fait. On sent une appétence. Les gens ont envie de découvrir ces œuvres, mais là, c'est une œuvre qui durait assez longtemps. Et donc, on crée finalement une frustration pour les publics qui ont envie de découvrir l'œuvre, mais qui se découragent ou ne vont pas faire la queue. Il y avait énormément de propositions, des films. Après, chacun vient et fait son expérience comme il le souhaite. Mais ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, des casques, on ne peut pas en mettre énormément. Nous n'avons aucun équipement, on ne possède aucun casque, donc c'est des équilibres à trouver. Là, c'est l'œuvre de Guillaume Marmin. Peut-être pour conclure aussi, nous avons donc un incubateur. Ce qu'on fait, c'est accompagner des jeunes entreprises innovantes dans le secteur culturel. Elles sont de différentes natures, mais on a accompagné depuis 2013 de nombreuses entreprises qui travaillent sur les sujets de l'immersion. Et cette immersion, elle peut être de différentes natures. Vous le disiez en introduction, vous parliez de réalité augmentée. Aujourd'hui, on a des sociétés, par exemple, qui travaillent sur l'odorat. L'olfaction, c'est une façon aussi de s'immerger dans une autre réalité et c'est une façon de le faire avec une dimension sensible extrêmement forte. On a des sociétés qui travaillent sur l'immersion sonore, par exemple Onio, qui a développé une yourte et une expérience qui permet aussi de se reconnecter à soi et de mieux se connecter aux autres. Parce que je pense qu'un des enjeux dans les expériences numériques, c'est aussi la relation à l'expérience. Aujourd'hui, beaucoup d'expériences que j'ai pu tester sont des expériences extrêmement individuelles. Quand on vient dans un lieu comme le 104, ce qu'on recherche avant tout, c'est du collectif. Et c'est intéressant de se dire, il y a un temps de refiguration où on partage sa pensée. Et je conclus juste sur les 2 éditions qu'on a accueillies de Venise VR, donc ça aussi un phénomène exceptionnel avec nos partenaires et le soutien aussi de personnes, parce que la difficulté, nous, institutions, nous ne sommes pas soutenus par le ministère de la Culture, on est soutenus par la ville de Paris, on fait énormément d'activités, je n'ai pas le temps de vous décrire tous nos champs d'intervention, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui d'accueillir vraiment ces œuvres immersives. Donc pour faire des propositions, pour pouvoir les présenter au public, on doit être soutenu et chercher des
financement. En l'occurrence, pour Venise VR, pour les 2 éditions, Venise VR, c'est quoi? C'est le festival La Mostra de Venise, qui, en pleine pandémie, se dit personne ne va aller sur l'île. C'est aussi un projet qu'on a mené avec Diversion Cinéma. Et comment est-ce qu'on va créer des pays satellites? Et donc 15 pays dans le monde, on va permettre de faire vivre ces expériences. Donc vous pouvez accéder aux œuvres à distance avec votre casque, mais on me disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas de casque. Moi-même, je n'ai pas de casque de réalité virtuelle. Comment est-ce qu'on peut imaginer ces satellites? Et pour nous, ça a été extrêmement formateur, intéressant. C'était aussi des grands projets d'équipe. On le faisait en début de saison. C'était un bon moyen de redynamiser la saison. On l'a fait à des moments qui étaient compliqués parce que c'était juste après la pandémie, en termes d'hygiène. Comment on va faire avec les casques? Il va falloir les désinfecter. Est-ce que les gens vont avoir peur de faire les expériences? Mais nos apprentissages sur ces 2 éditions de Venise VR, c'est que ça a permis de donner au public et à tous les publics, parce qu'on avait des personnes seniors, alors c'est à partir de 13 ans, hein, on n'acceptait pas des enfants plus jeunes, mais de découvrir la richesse des créations. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est qu'il y a énormément de choses qui se créent, il y a des financements, grâce au CNC notamment, pour produire et pour créer des œuvres. Il n'y a pas suffisamment de dispositifs pour diffuser ces œuvres. On a créé une envie chez nos publics d'en voir plus. Et je conclurai sur le métavers, puisqu'on en parle beaucoup. Sur la 2e édition de Venise VR, on a essayé de montrer au public des expériences, des créations innovantes dans le métavers, donc à travers VRChat. J'ai moi-même fait un film dans un métavers où j'étais transformée avec un avatar. J'ai eu du mal à circuler dans cet univers et je pense qu'on a besoin, comme on en a parlé en introduction, de réfléchir à des formes de médiation. Et je pense qu'ici, il y a des exemples intéressants d'approche. Comment est-ce qu'on va aussi permettre, vous parliez de l'accessibilité des institutions, comment on donne accès aux musées, comment est-ce qu'on donne accès au public, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'orienter, se repérer dans ces univers créatifs géniaux et fous, mais qui sont quand même aujourd'hui très difficiles à appréhender quand on est une personne. Voilà. Merci. Merci Marie. Très bien. Tarek, quelqu'un de ça? Oui. Je vous donne la parole. Déjà, avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre présence. Je vous remercie également de m'avoir invité pour présenter la société Emissive et nos projets. Donc, je suis Tarek Elkinsa, directeur de projet chez Emissive depuis à peu près 9 ans. Mon rôle au sein de l'entreprise est d'orchestrer les projets et de piloter les équipes. J'accompagne également les clients tout au long du processus de création, c'est-à-dire à partir du moment où on commence déjà à imaginer l'idée au tout début, pendant la phase de développement, c'est-à-dire la pré-production, la production, et jusqu'à la livrable, et même après la livrable, s'il y a du SAV ou bien de la maintenance à faire. Bref. Je vais vous présenter brièvement Emissive. Donc, Emissive est une entreprise française créée en 2005 par les deux fondateurs, Emmanuel Guerrero et Fabien Baratti. À savoir que Emissive conçoit et réalise des expériences immersives qui ont pour objectif de valoriser tout ce qui est culturel et tout ce qui est patrimoine, pardon. Donc on vise vraiment, on est orienté vers ces secteurs. On est une équipe qui est constituée d'une 30aine de personnes avec des compétences multiples et diverses. On a des graphistes, des chefs de projet, des artistes 2D, des artistes 3D, tout ce qu'il faut vraiment pour vraiment créer des belles expériences immersives et en temps réel. Donc comme je disais, vraiment notre objectif c'est de valoriser le patrimoine culturel. Je peux vous citer quelques exemples pour illustrer un peu mes propos. Donc peut-être vous le savez ou à voir. En tout cas, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là qui connaissent déjà la société Emissive. Je pense notamment au projet Paris 3D, qui est une expérience immersive et interactive sur les monuments de Paris. On a reconstitué les monuments parisiens de l'époque gauloise jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Et donc ce projet a notamment été projeté sur le parvis de l'hôtel de ville devant 15 000 spectateurs. C'est un projet en temps réel. Quand je dis en temps réel, c'est quoi? C'est que en temps réel, on avait un historien qui racontait l'histoire des monuments et pendant ce temps-là, avec les technologies de l'époque,
on pouvait se balader à l'intérieur des monuments et à l'extérieur, tout en suivant le discours de l'historien. Donc on ne parle pas de film 3D, mais on parle vraiment d'expérience immersive et temps réel. Un autre projet sur lequel on a travaillé aussi, c'est le projet sur les pyramides de Khéops. Donc on a mis en lumière la théorie de Jean-Pierre Houdin. Le projet a été projeté à la Géode et pareil, sur le même principe. Donc on avait Jean-Pierre Houdin qui présentait sa théorie sur la construction des pyramides, la construction des pyramides. Et tout se passait en direct. C'était pareil. Mais à l'époque, on avait déjà, c'était le tout début des lunettes 3D, donc tous les gens étaient équipés de lunettes 3D. Et puis ils pouvaient suivre en direct ce qui se passait à l'écran et en temps réel. Il y a d'autres projets, il y a plein de projets sur lesquels on a travaillé, notamment le projet d'idées. Donc, c'est là, on montre et on explique, on décrit, on permet de comprendre vraiment la construction du port d'Arromanches. C'est le port artificiel d'Arromanches lors du débarquement. C'était un projet à ce moment-là, c'était plutôt sur une borne tactile. Je ne sais pas si on peut parler d'immersion, mais plutôt, en tout cas, parler plutôt d'une expérience autour du patrimoine. Nous avons plein de projets où on a travaillé avec des archéologues et des historiens. Et tout ça, c'est pour vous dire que vraiment, ça nous apporte une certaine véracité et un crédit, en tout cas par rapport à nos expériences. Et nous, on y tient, parce qu'à chaque fois quand on sort des expériences, on tient absolument à que ça soit construit avec ces personnes. Et c'est là où c'est important pour nous. Depuis maintenant 6 ans, on va dire, donc vous l'avez suivi, il y a une très grande évolution au niveau de la XR, que ce soit au niveau de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Donc nous avons choisi, Emissive a choisi de se positionner là-dessus et d'utiliser ces outils, parce que nous, voilà, pour nous, c'est des outils qu'on utilise aujourd'hui à des fins d'apprentissage et d'éducation. C'est ce qu'on appelle l'edutainment, un terme que vous connaissez sûrement, c'est éducation et entertainment, je vais y arriver, pardon. Désolé, c'est l'émotion. Et surtout, pour nous, c'est des outils très importants parce qu'ils nous permettent de mettre en avant les œuvres et le patrimoine et de raconter une histoire d'une manière ludique tout en utilisant nos sens haptiques et amener les visiteurs à participer en interagissant avec les éléments virtuels. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, on va dire, et notre force. Et on va dire que maintenant, depuis 2 ans à peu près, Emissive a entamé un peu un virage par rapport à ces technologies immersives où on a décidé de créer un nouveau contenu, ce qu'on appelle nous les expéditions immersives, où l'idée c'est de, bien sûr avec un premier projet qui est actuellement en place, c'est le projet Éternel Notre-Dame que vous avez peut-être vu à l'espace Grande Arche à la Défense, et un deuxième projet sur lequel on est en train de travailler qui va bientôt sortir, donc on espère d'ici quelques semaines, c'est le projet sur les pyramides de Khéops. Donc ça, c'est ce qu'on... pardon, je suis un peu perdu. Donc pour vous dire, ces expériences immersives, pour nous, ça nous permet en tout cas de voyager à travers le temps et l'espace. Quand je dis à travers le temps et l'espace, pourquoi? C'est parce qu'on invite vraiment les gens à se déplacer dans un lieu physique, d'où l'importance des lieux hors musée, et pour vraiment voir différentes scènes qui n'existent plus. Par exemple, je pense au parvis de Notre-Dame qui n'existe plus aujourd'hui, où il y avait des bâtiments en face, donc c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'expérience, ou bien la charpente qui a brûlé. Donc c'est ce que permet en tout cas nos expéditions immersives, c'est de voyager à travers le temps et l'espace. Mais concrètement, ça consiste en quoi pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de tester? Donc arriver sur place, par exemple à l'espace Grande Arche, on s'équipe d'un casque de réalité virtuelle et d'un sac à dos. Donc je tiens à le préciser, aujourd'hui on a le sac à dos et le casque de réalité virtuelle. Et pendant 45 minutes, vous allez pouvoir découvrir, en tout cas explorer un monument en virtuel, comme un peu voilà, l'Éternel Notre-Dame.
Et bien sûr, tout ça se fait en petits groupes. Soit vous venez tout seul, soit vous pouvez venir en famille. Donc c'est l'important pour nous, c'est de dire, voilà, la réalité virtuelle n'a pas pour but d'isoler les gens, mais plutôt de ramener les gens à vivre des expériences en famille, en groupe et entre amis. Et surtout, pour nous, l'objectif, c'est de rendre les visiteurs, eux, ils deviennent des acteurs et non plus de simples spectateurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils s'équipent, ils participent un petit peu à la scène. C'est comme demain, vous regardez un film à l'écran, bah là, vous êtes un spectateur, alors que nous, l'objectif, c'est vraiment de participer, d'être en plein milieu de la scène, de voir ce qui se passe, de tourner autour des objets et de voir comment tout ça se passe dans la partie virtuelle. Bien sûr, il y a de nombreux avantages, en tout cas pour nous, Emissive, en mettant en place ces expéditions immersives. On peut notamment adapter la narration. Quand on dit adapter la narration, c'est en fonction du public qui est présent sur place. Si c'est un public assez jeune, on va essayer de créer une certaine vulgarisation scientifique par rapport à la narration qu'on développe. Ou par exemple, si c'est un public un peu plus mature, on va essayer d'avoir des expériences un peu plus réalistes. Et ça, c'est les objectifs qu'on vise à long terme, c'est-à-dire en arrivant sur place et en faisant notre expérience virtuelle, le public aura le choix déjà, si en fonction de sa tranche d'âge, on va dire, ou bien de son besoin, il pourra choisir vraiment un scénario adapté. L'autre objectif pour nous, c'est de rentabiliser les lieux, c'est de dire on a un lieu assez ouvert, donc on n'a pas besoin de venir au musée pour faire les expériences ou voir un monument ou une œuvre. Moyennant un espace de 500 mètres carrés, on va dire, on peut se déplacer donc dans cet espace-là pour vivre nos expériences. Et il y a la gestion du flux, parce que pour nous, si on compare aux autres expériences VR, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des expériences qu'on peut voir en réalité virtuelle, on est obligé de rester dans un espace de 4 mètres par 4 mètres, alors que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment libérer l'espace pour que les gens puissent déambuler, marcher librement et puis visiter le décor, l'univers en 3D. Et surtout, l'objectif pour nous, c'est d'amener le contenu hors des espaces culturels. Voilà. Merci à vous. Merci. Charles-Alexandre. Je peux te montrer après cela. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Charles-Alexandre Delestage. Je suis chercheur postdoctorant au sein du Fabrique de l'Université de Poitiers. Donc, je travaille avec Christina, que vous avez pu entendre tout à l'heure. S'il n'y a pas le PowerPoint, c'est pas grave, t'embête pas. Ne t'arrache pas la tête. Non, laisse. Donc, voilà, je suis... Voilà, c'est moi. C'est là. Moi, donc je passe à la slide 3 au pire directement pour gagner du temps. Je ne vais pas parler autant que les camarades de... On a trop parlé. Non, c'est que je suis pas... Et encore, j'ai pas tout dit. Ah, fichtre. Non, on va y arriver. Tac. Évidemment non. Voilà, parfait. Nous sommes là. Donc, le Fabrique de l'Université de Poitiers, Christina en avait parlé un petit peu tout à l'heure, donc je vais pas trop en parler. Plutôt, moi, mes fonctions au sein de cette équipe, je suis à la fois chercheur sur tout le côté travail autour des business models. J'ai travaillé autour d'une caractérisation de l'écosystème de la XR en France. Dans cette salle, je pense qu'il y a des gens qui le savent, c'est un domaine encore assez émergent qui est en train de se structurer. Donc c'est justement le moment d'essayer de prendre une espèce de photographie de l'écosystème pour comprendre un peu comment il fonctionne, quelles sont ses problématiques et éventuellement quels sont les verrous à lever pour qu'il puisse se développer. Et je suis également responsable de la partie lab du Fabrique, qui est une partie vraiment autour du développement de démonstrateurs de recherche. Donc je vais vous parler brièvement de deux d'entre eux. Donc il y en a un, c'est la journée du musée du papier, que vous avez un petit peu vu tout à l'heure, donc qui était autour des visites familiales interactives. La vidéo pour le PowerPoint, c'est vraiment pas ça. On va faire sans vidéo.
Donc le premier, c'était un démonstrateur autour des visites familiales interactives, dont Christine a parlé tout à l'heure, que j'ai conçu sur les aspects techniques, technologiques, et aussi j'ai participé à la conception du protocole d'enquête. Donc l'idée là, c'était vraiment d'avoir, on n'était pas sur l'immersif certes, mais d'avoir vraiment cette construction d'un dispositif numérique, mais qui s'inscrit complètement dans la muséographie et qui s'appuie également sur la dyade parent-enfant, donc cette relation pour le parent et l'enfant, de façon à ce que le dispositif fonctionne et ne soit pas déconnecté ni du musée ni des utilisateurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Un autre démonstrateur, je vais peut-être essayer d'avoir un bout d'image. Ouais, un bout d'image, ce sera déjà ça. Donc ça, c'est un autre démonstrateur dans une approche complètement différente. Là, on était sur une approche plus artistique. Donc c'est avec deux chercheurs artistes qui sont Jean-Marie Dallet et Frédéric Curien. Qui était encore une fois sur un fond du musée du papier, un fond assez original parce qu'il s'agissait du fonds Garneau qui est constitué de plus de 1500 étiquettes de camembert. Ouais. Et l'idée, c'est que... Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On est en France. Patrimoine culturel. Tout à fait. Et l'idée, c'était de donner à voir ce fonds qui, Christine en a parlé tout à l'heure, qui est dans un musée qui a des conditions d'exposition extrêmement difficiles, avec énormément d'humidité. Donc montrer des originaux, ça va être compliqué, mais montrer des reproductions, c'était pas non plus la volonté du musée. Donc là, l'idée, ça a été de montrer à voir un peu différemment. Donc là, c'est un démonstrateur en réalité virtuelle qui est constitué donc, de différents cubes thématiques avec différentes fonctions de ce qu'il y avait sur les différents cubes. Et donc ce démonstrateur, il est actuellement utilisé dans le musée dans le cadre d'ateliers de médiation autour de ce fonds Garneau avec toute l'histoire papetière, notamment le côté imprimerie des usines Barbie 2000. Et là, on est en train de travailler à faire en sorte d'avoir une expérience multi-utilisateur qui se fasse, pour le coup, complètement dehors du musée. Donc, on travaille effectivement sur les problématiques de médiation dans ce cadre-là. Et je ne vais pas en dire plus pour laisser de la place aux questions. Voilà.